Deux des trois réseaux Internet du pays ont été coupés du pays. Et malheureusement, nous avons constaté aujourd'hui plusieurs secteurs ont été impactés parce que la transition. Selon les opérateurs télécoms, des câbles ont subi des défections en mer Rouge. Reportage. Une douzaine de pays situés le long de l'Atlantique ont été impactés. En Côte d'Ivoire, 70 à 80% des utilisateurs Internet. Ainsi, la Côte d'Ivoire est le pays ayant le plus souffert de l'Internet dans la matinée de jeudi. Son trafic routier est lui aussi bloqué dans son activité. Sans Internet, on ne peut rien faire, c'est la base de tout ce que nous faisons. Or, elle est due à l'endommagement d'au moins 4 câbles sous-marins de fibre optique. Encore plus grave, même la messagerie professionnelle ne marchait pas. La panique totale en fait. Voilà, c'était la panique totale. Vous m'appelez que le DG dit Gislaine, sauve-nous. Catastrophe. Celui-là, c'était la catastrophe. Le 14 mars 2024, nous avons reçu une alerte comme quoi une de nos liaisons Internet a été coupée. Alors, comment j'ai reçu l'information? C'est très tôt le matin, le manager de notre réseau, qu'on appelle le Corps Network, m'appelle pour me dire Kif, nous n'avons plus accès à Internet. Après 3 heures, les liaisons ne se rétablissaient pas. Ce n'est que le 15. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a eu des événements après vedette justement une activité sous-marine. Je dirais que le 14 mars restera une date inoubliable pour moi parce que c'était, on va dire, la panique totale en fait. Voilà, c'était la panique totale. Moi, déjà, 8 heures, les clients, voilà, je recevais des appels de partout. Et donc, déjà arrivé au bureau, tout de suite, le président a convoqué une réunion d'urgence. Nous avons été informés par une présomption des opérateurs. C'est la cocu a eu un impact au niveau de la Côte d'Ivoire. Sans Internet, pas de commande possible. Et condamné à errer dans les rues d'Abidjan. Vu que nous fonctionnons avec un logiciel par Internet, c'est un peu compliqué parce que nous avons du mal à recevoir des missions actuellement. Voilà, donc ce sont des clients de temps en temps qui nous voient. Comme ils se disent que ce sont des Yango, de temps en temps ils nous arrêtent et on arrive un peu à s'en sortir. Sinon actuellement, c'est pas du tout ça. On n'arrive pas à entrer dans nos recettes. Et nos clients, eux, tout de suite, ont commencé à appeler. Donc, nous avons créé une série de crises pour gérer l'ensemble de ces appels. Je me rappelle qu'à cette date, à l'époque, il y a maintenant 1 an, j'étais en fonction à Cotonou au Bénin et au sein d'une institution bancaire. À cette époque, je me rappelle comme si c'était hier, certaines personnes m'ont contacté, me dit WhatsApp ne marche pas. Dans ma curiosité, j'ai cherché à comprendre et j'ai vu que c'était pas seulement WhatsApp, c'était en fait tous les réseaux sociaux, mais encore plus grave, même la messagerie professionnelle ne marchait pas. Une douzaine de pays situés le long de l'Atlantique ont été impactés. En Côte d'Ivoire, 70 à 80% des utilisateurs Internet sont abonnés aux opérateurs concernés par les pannes. Pour cet entrepreneur possédant une société partenaire, la coupure Internet est un coup dur pour les affaires. À premier abord, je pense que c'est un problème au niveau de l'opérateur télécom. En nous rapprochant de l'opérateur télécom, il nous indique que c'est un problème national. Ça devenait inquiétant. Mais de fil à aiguille, on se rend compte que ce n'est même pas un problème national, mais c'est un problème qui impacte toute la sous-région. Ce directeur d'un site spécialisé dans le trafic routier est lui aussi bloqué dans son activité. Sans Internet, on ne peut rien faire, c'est la base de tout ce que nous faisons. C'est avec Internet que nous fabriquons donc des produits qu'on va mettre à la consommation. Nous sommes dans le domaine de la presse, de l'édition, de la communication en général. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous impacte. Catastrophique. À ce jour-là, c'était la catastrophe. On n'a pas pensé en un seul instant à ce genre de scénario. Parce que d'abord, pourquoi? Parce que notre zone, Afrique de l'Ouest, n'est pas une zone sismique. Donc, ces genres de tremblements de terre, de volcans, vraiment, c'est des choses qui sont très rares et d'être même pas du tout en Afrique de l'Ouest. Et donc, cette information a été vraiment, je dis, une catastrophe. Je dis que nous avons ressenti le problème via notre outil de Citerbio. Ça nous permet de voir tous les bombes graphiques internationales qui entrent. Bon, tout de suite, nous avons remarqué que le graphe est descendu.
Là, automatiquement, puisque c'est des données IP, automatiquement, nous avons ressenti coupure sur l'ensemble de nos lignes. Là, on a compris tout de suite qu'on avait un problème sur nos entrées de câbles internationaux. L'impact le plus considérable était vraiment au niveau de la messagerie professionnelle. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable dans toutes les entreprises. Un outil principal de communication entre les agences et les sièges, entre les filiales et leurs exportateurs et tout ça. Et donc, l'impossibilité même de pouvoir communiquer en interne, c'est à croire que l'entreprise tout entière se serait arrêtée. Les câbles reposent simplement au fond des océans. Les plus récents font transiter jusqu'à 500 terabits de données par seconde, contre à peine plus de 5 il y a 20 ans. La sécurisation de ces infrastructures est devenue une préoccupation majeure, tant le monde est aujourd'hui dépendant de ces systèmes de communication. Pendant l'incident, il fallait faire constant à nos différents clients que c'était un incident national et que ce n'était pas uniquement data connectée, mais c'était vraiment un incident national. Nous avons reçu beaucoup d'appels de clients qui se plaignaient de la liaison de tout ça. La fibre passe pas, c'est l'anomalie qui est là, la fibre passe pas. Vous savez ça. J'ai reçu comme ça l'appel d'une société d'État et le DG Niti Justin Segou. Vous savez, Data Connect, au-delà du réseau filaire, nous avons notre propre VSAT. Donc, tout de suite, on a décidé de vapoter tous nos clients en VSAT pratiquement. Le principal défi que nous avons fait face était très rapidement de basculer sur notre troisième liaison. Data Connect, aujourd'hui, a 3 médias. Nous avons la fibre, la radio et les VSAT. Et donc, tout de suite, nous avons activé à partir des VSAT. Nous étions pratiquement les seuls opérateurs qui proposaient des alternatives VSAT pour nos entreprises. Et je crois bien que l'ensemble de nos entreprises n'ont pas ressenti, c'est vrai qu'ils l'ont ressenti dans le premier moment, mais nous avons enclenché une solution palliative qui devra assurer la continuité d'activité de nos différents cœurs. Et donc de s'assurer que tous nos clients ont accès à Internet. C'est vrai que l'impact a duré beaucoup plus longtemps, mais les clients de Data Connect ne l'ont pas trop senti parce que nous avons déployé des solutions alternatives rapidement pour pouvoir permettre déjà de travailler. Faisons un peu de l'histoire. C'est déjà en 1850 qu'il y a eu la pose premier câble sous-marin entre la France et l'Angleterre. À son bord, l'équipage dépose un câble télégraphique dans les fonds marins reliant la France au Royaume-Uni. Le début d'une nouvelle ère où les communications vont aller toujours plus vite. En 1836, il y a eu la pose du premier câble transatlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est en 1866 qu'un paquebot britannique parvient à poser un câble transatlantique enfin opérationnel dans la durée. Avec ses plus de 200 mètres de long, ce navire de voyage s'offre une nouvelle carrière dans la câblerie, embarquant plusieurs milliers de kilomètres de câbles de cuivre à son bord, dont le lovage est effectué manuellement dans une cuve et déployé dans l'océan grâce à une machine comme celle-ci. Désormais, quelques minutes suffisent pour transmettre une communication des deux côtés de l'Atlantique. À l'époque, tout reposait sur des câbles comme celui-ci. Cet échantillon aurait été déployé en 1866 dans la mer du Nord. Bonjour, je m'appelle Kamsi Souban, je suis responsable de réseau chez Data Connect depuis 2 ans. Le déploiement du câble sous-marin en Afrique a commencé vers la fin du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. Au XXe siècle, il y a eu la révolution dans les années 80, avec l'intégration de la fibre optique qui a augmenté considérablement le débit de transmission de données. Au XXIe siècle, il y a eu la floraison des câbles sous-marins. Et donc, pour augmenter les débits de transmission Internet entre tous les continents, donc entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et l'Amérique, entre l'Europe et l'Asie. Avant les années 2000, on était dépendant des liaisons satellitaires avec les grandes entreprises de l'époque créées par le consortium des pays qu'on appelle Intelsat. Dans les années 2000, là, on a commencé les premières poses de câbles sous-marins, mais de faible quantité. Aujourd'hui, les télégraphes ont disparu, mais les câbles sous-marins, immergés dans les profondeurs des océans, se sont multipliés.
Sans eux, Internet ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Ce n'est qu'en 2010 qu'il y a eu l'extension et l'expansion ainsi que la diversification des câbles sous-marins. 2020, c'est le déploiement du traité de Africa. C'est l'un des plus grands câbles sous-marins du monde, reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Si la pose de câbles sous-marins est appelée à se multiplier, il faut aussi s'attaquer à leur dépose lorsque survient leur obsolescence et éviter ainsi de polluer les océans. En moyenne, la durée de vie d'un câble est de 25 à 30 ans. Enfin, des entrepreneurs pensent que les câbles sous-marins seront bientôt des vestiges du passé. Leur projet, connecter le monde grâce à des constellations de milliers de petits satellites. Pour certains, une pollution de l'espace. Pour d'autres, le début d'une nouvelle épopée. À partir de 21 jusqu'au 28, pendant que nos fournisseurs étaient en train de faire mains et pieds pour pouvoir restaurer la collectivité, nous avons toujours notre responsabilité. Et donc, on s'était donc à déployer très rapidement des stations VSAT sur certains de nos clients. Et au niveau donc du bureau principal, de mettre une très bonne quantité de capacité satellitaire pour épauler tous ceux qui étaient directement sur la flotte. Donc le bateau arrive pour commencer à faire ses réparations. On ressentait toujours des mini-buts parce que nous dit qu'on dit pour la réparation des câbles, ça prend au moins 2 à 3 secondes. Pour localiser un incident, des récepteurs installés à distance régulière le long des câbles pour maintenir le signal permettent de situer la branche concernée. Et des robots sous-marins sont régulièrement plongés sous l'eau pour effectuer les réparations. Nous avons activé notre satellite pour permettre à nos clients de travailler. À partir du 21 au 28 avril 2024, on a senti l'amélioration de la connectivité à Internet au fur et à mesure que les câbles ont été réparés. Dans l'actu, la connexion Internet partiellement rétablie après la rupture de 4 câbles sous-marins. Après la rupture de 4 câbles sous-marins, les 2 plus gros opérateurs avaient annoncé l'interruption de la connexion Internet. Dire aussi que il y a d'autres opérateurs que je n'ai pas cités ici, il y a d'autres opérateurs qui ont des câbles qui sont liés à certains pays où ils ont dû basculer leurs données ainsi de suite. Comme il y a un accord entre les opérateurs où chacun a dû prendre quelques gigas ici et là pour pouvoir délivrer les clients. Selon cet opérateur, les travaux entrepris pour la résolution des incidents survenus sur les câbles WACS, MAINONE et ACE se poursuivent à rassurer l'opérateur et d'assurer de l'entière mobilisation de ses équipes techniques pour un rétablissement total de la situation. Ce qu'on tire comme leçon aujourd'hui, c'est aujourd'hui, nous proposons en tant qu'Etaka Connect des réseaux hybrides. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut fonctionner avec seulement la fibre. Là, il faut le dire. Parce que l'expérience a été très amère. Donc, on propose aujourd'hui des réseaux hybrides permettant aux entreprises d'avoir et la connectivité terrestre fibre et aussi la connectivité VSAT. On dit 95% des données Internet passent par les câbles sous-marins. Et du coup, dès qu'il y a eu la rupture, tout le monde était dans le blackout. Aujourd'hui, il ne faut pas se fier seulement à la fibre qui existe, qui est le meilleur média aujourd'hui en termes de connectivité, mais il faut trouver des alternatives comme les satellites et aussi avoir des consortiums entre pays, c'est-à-dire entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin et ainsi de suite, pour permettre la sortie vers le nord, parce que l'ensemble des câbles passe par le sud, passe par les câbles là. Donc, on a compris qu'à ce niveau-là, l'alternative c'était la VSAT, mais en même temps, on était trop fragile en matière de coupure du câble sous-marin. Il fallait une résilience. Donc aujourd'hui, comme recommandation, nous aiguillons automatiquement des connexions satellitaires à nos offres de fibre managée. Ça veut dire qu'un client donné qui demande une connexion Internet par
par fibre, nous lui recommandons de rajouter une liaison satellitaire et nous allons mettre un équipement qui permet donc de gérer à la fois la liaison fibre et la liaison satellite, ainsi que une couche de sécurité. On a appris avec cette crise, c'est de ne pas se reposer sur une seule type d'impact futur, c'est de diversifier d'autres types de connectivité. Cette expérience nous a beaucoup enrichi et aujourd'hui, tout le monde comprend la nécessité de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Il est donc nécessaire d'avoir des solutions alternatives pour avoir un plan B, cas de couvure de ces cas et qui n'est pas impactant.